Dans cette troisième partie, je vais vous montrer l'impact de la peur de la femme nouvelle que nous venons de découvrir sur les arts de la Belle Époque, qu'on appelle également les arts fin de siècle. Et le mot fin de siècle reste, encore une fois, et en anglais et en allemand, n'est pas traduit, parce que ça renvoie à cette peur de la dégénérescence dont je vous ai parlé. Toutes ces images que nous avons vues avaient un double sens. On parlerait aujourd'hui de borderline et je vais vous aborder l'ambiguïté de ces peintures. Borderline n'est pas très académique, ce sont des peintures qui font comme un effet de pendule, c'est-à-dire que les mêmes peintures, à peu de choses près, peuvent signifier le caractère anabolique de la femme, mais peuvent également signifier son caractère diabolique et démoniaque, à condition qu'elle ne respecte plus cette norme. Et vous allez voir que ces peintures sont en fait extrêmement ambiguës. C'est d'ailleurs pour cela qu'on les appréciait. Vous avez ici une Vierge intronisée qui se transforme assez facilement en figure de charité. Donc on passe de l'Immaculée Conception à la conception généreuse et charitable de la Madone. Mais on peut également glisser vers ce que j'appellerais une fertilité indiscriminée avec ce tableau de Léon Frédéric où vous voyez une charité particulièrement généreuse, une prolifération étourdissante et vertigineuse de fleurs qui au bout de quelques jours pourriront. Donc vous avez cette splendeur de la Madone et en même temps l'idée de pourriture qui approche. Je vous parlais de prolifération étourdissante. Lorsqu'on voit ces troupeaux d'enfants ici, quelque chose ne va pas, quelque chose est déréglé dans cette nature devenue trop généreuse de la femme. Quelque chose grouille ici, tel des vermisseaux. Je vous ai parlé de toutes ces peintures de la Royal Academy en particulier, des femmes anaboliques. Quand on regarde ce tableau, les femmes d'Amphissa, qui étaient-elles? Elles étaient les Tiades. Qui étaient les Tiades? C'étaient des femmes du cortège de Dionysos, des sortes de bacchantes, couchées souvent sur des peaux de bête, comme vous le voyez ici. Celle qui se réveille sur la droite est avec sa peau de bête. En fait, ces bacchantes, à peine réveillées, si elles rejoignaient... Bon, là, ce n'est pas le cas ici, mais une fois qu'elles rejoignent le cortège de Dionysos, elles sont prises de spasmes terribles qui les rapprochent des nymphomaniaques. Donc, s'agit-il ici seulement de ces femmes anaboliques, mais une fois qu'elles se réveillent, elles sont torrides. Sœur Laurent Salma Tadema, il ne deviendra sœur qu'en 1899, c'est un peintre de la Royal Academy qui nous présente ici une de ces nombreuses femmes fatiguées, lasses, anaboliques, qui respectent donc la norme de l'époque, la norme victorienne. Sauf que, pourquoi sont-elles aussi fatiguées? Je lis le rapport de Bernard Talmay ici, traité sur les femmes, sur la normalité et la pathologie dans l'émotion féminine. Voilà ce qu'il dit. L'exercice fréquent de l'acte de copulation conduit directement à l'anémie, à la malnutrition, à l'asthénie des muscles et des nerfs et à l'épuisement mental. Les personnes immodérées sont pâles et ont de longs traits flasques ou au contraire parfois tendus. Ils sont mélancoliques et peu enclins à des travaux mentaux ou corporels difficiles ou dans la durée. Si j'avais enlevé l'exercice fréquent de l'acte de copulation, c'est exactement la description des femmes anaboliques finalement. Quand on vous représente ces femmes, ont-elles abusé? Sont-elles des personnes immodérées? Ou simplement des femmes, des saintes femmes anaboliques? Eh bien, on ne peut pas voir la différence, c'est bien là le problème. Donc quand je vois ces deux femmes, pourquoi une telle lassitude de celle qui est derrière? D'autant qu'elle est représentée avec une autre femme brune qui lit un poème. Or, sous des traits assez similaires, il avait représenté Sappho sur l'île de Lesbos, d'où l'expression les amours phalliques ou les amours lesbiens, en référence à la poétesse qui peut-être préférait les femmes. Donc non seulement celles-ci ont peut-être abusé de l'acte de copulation, qui plus est, amour saphique.
On ne sait pas. Ambiguïté, bien sûr. Toujours Alma Tadema Tepidarium. C'est une femme, un équivalent de nu académique, ce que je vous avais démontré comme étant une abstraction mathématique, qui se trouve ici dans un nouveau décor qu'on appelle le Tepidarium. C'est pas trop chaud, pas trop froid. Elle est ici placée sur une peau de bête. Je vous rappelle qu'en 1885 est écrit comment ça s'appelle, la Vénus à la fourrure par Sacher Masoch, qui va donner son nom à la maladie, le masochisme. Et c'est cette Vénus à la fourrure. Donc la fourrure est ici présente comme sur les bacchantes de tout à l'heure. Ça montre le caractère de ces Vénus. Elle a une position de Vénus monstrueuse, mais on les aime tant pour certains, d'où le masochisme. Elle tient une plume parfaitement localisée ici, qui maintient sa pudeur. Elle est dans un tépidarium. Elle va se gratter la peau avec ce qu'on appelle une petite pelle qui permet d'enlever les peaux mortes, dirait-on aujourd'hui, un peu à la manière du gant marocain. Regardez son visage, la rougeur du visage. Elle n'est pas très pâle, celle-là. Les yeux fermés, les lèvres entrouvertes, la peau qui brille. Est-elle si lasse vraiment de chaleur? Mais de quelle chaleur s'agit-il? D'après le dictionnaire médical des sciences médicales londonien, il est question du vice suprême, qui était la principale cause active de dépravation. On fait référence ici au vice suprême d'Ornan, l'onanisme féminin. L'onanisme était une obsession, en particulier chez le docteur Cook, qui toujours dans Satan en société écrit la chose suivante. Tout d'abord, avant d'attaquer sa citation, il nous rappelle l'horreur d'une jeune fille initiée à l'onanisme par sa gouvernante. Et il dit, dans les pensionnats de jeunes filles, c'est une épidémie. Un symptôme nous permet de suspecter le crime, une condition générale de faiblesse et langoureuse, accompagnée de maigreur, l'absence de beauté et de fraîcheur, de couleur du teint, de vermillon aux lèvres, de blancheur des dents, un cercle bleuté autour des yeux qui sont gonflés, mornes et sans esprit, une expression triste, une toux sèche, une apparence de consommation naissante. Or, si vous regardez le visage de notre Ophélie, l'archétype de la jolie jeune fille fragile, elle a les yeux nains au noir, elle aussi, elle a le teint pâle, elle aussi. Alors, comment savoir si c'est une femme qui pratique l'onanisme ou si c'est une parfaite jeune fille qui respecte les normes? Nul ne le sait. Justement, on se fait peur avec ces tableaux à double sens. On adore ça à la fin du 19e siècle. Heureusement, contre cette pratique, contre les crises d'hystérie, contre la nymphomanie, on avait trouvé une solution qui s'appelle la clitoridectomie ou excision, qui se pratiquait et en France et en Angleterre. En France, parmi les médecins qui l'a pratiqué, Paul de Broca, et on préconisait entre autres la cautérisation au fer rouge. En Angleterre, ce fut la clinique du fameux Isaac Baker Brown qui en abusait. Formidable, elle ne demande plus, de toute façon elle n'avait pas le droit de le demander, le divorce, c'était très efficace. Il en a abusé, ce qui fait qu'il en a été interdit de pratique à partir des années 1867, mais ce sont plusieurs milliers de femmes qui ont ainsi été excisées. Et vous allez voir que les légendes et les contes dont je vous ai parlé tout à l'heure présentent les mêmes caractères ambigus, tellement perverses, mais tellement beaux, dirait-on, en même temps. Lorsque vous voyez cette dame de Charlotte de Holman Hunt, elle est présentée après qu'elle ait été maudite, après The Curse is upon me, donc, elle a détourné la tête, elle a regardé le chevalier Lancelot, et regardez, elle est entrée dans une transe d'hystérique, ce qu'on appelle donc les folies nymphomaniaques ou les fureurs utérines. Elle est ici dans la position typique qu'on pouvait admirer dans les hôpitaux, ce qui deviendra les hôpitaux psychiatriques et ce qu'on découvrira à la fin du siècle avec Charcot, c'est-à-dire les positions d'hystérique. Et regardez cette chevelure qui est en train de devenir d'une légèreté extraordinaire qui renvoie à la sorcière ou à ces femmes légères. Elle est devenue folle et elle est ici décrite comme une nymphomane. Même chose avec les Ophélies. Je vous ai dit, ce sont ces pauvres femmes, l'Ophélie de Hamlet, qui ne peut survivre à l'abandon
de l'amant et la mort du père. Regardez comment elles sont représentées ici par Madeleine Lemaire en 1880, les seins dehors et ce regard de nymphomane, et d'autre part celle de John Waterhouse, Ophélie, regardez ce regard de démente à nouveau. Je vous ai parlé des femmes légères, mais regardez cette courbure, c'est une courbure orgasmique. Faut-il, pour être léger, se contorsionner dans ces proportions-là? Elles exultent. Celle-ci ou encore celle-là, on dirait une scène de sabbat pratiquement. Je vous ai donc montré que cette peinture fin de siècle était extrêmement influencée par la peur de perdre cet anabolisme, mais on y trouvait également un certain plaisir à se chatouiller. Est-elle ainsi ou ne l'est-elle pas? Je vais maintenant vous montrer que ça allait beaucoup plus loin, cette peur de la femme nouvelle. On va se poser la question suivante. La femme nouvelle n'est-elle pas plutôt une criminelle? Je vais vous expliquer comment on passe de la femme nouvelle à la séductrice et de la séductrice à la criminelle, tout simplement. En commençant par ce petit dessin de caricature d'un certain Albert Guillaume. Vous voyez donc ce qu'on appelle une cerveline ou une homasse. Vous la reconnaissez, le dossier sous le bras, le chapeau d'homme et fumant. Elle aborde un homme dans la rue. Inversion totale des rôles, des identités de genre. Elle le ramène chez elle, les pieds sur la peau de bête, une Vénus à la fourrure, une dominatrix, dirons-nous plus tard. Regardez le langage corporel. Monsieur a les pieds qui se regardent en dedans, les genoux qui se touchent, le geste de la pudeur. Quant à elle, les genoux sont écartés. On nous passe les scènes légères et l'homme repart à les débrailler sans la moindre pudeur et lui donne une certaine rétribution pour son acte. C'est une inversion des rôles, elle paye pour l'acte sexuel. Donc vous voyez comment on passe en image de la femme nouvelle, cette cerveline, cette homasse qui commence à étudier grâce au Loisset, à l'idée que la femme est hypersexuée. Friedrich Nietzsche, dans Par-delà le bien et le mal, le dit très bien, quand une femme a des inclinaisons érudites, il y a généralement quelque chose de détraqué dans sa sexualité. Je vous ai donc montré comment on passait de la femme érudite à la femme criminelle. Reste à vous montrer comment on passe de la femme criminelle, de la femme sexuée à la femme criminelle. Vous le voyez très bien d'ailleurs sur des dessins comme celui de Kubin. Vous avez une femme ici qui est sexuée, elle est nue, n'éprouve aucune pudeur, une chevelure très à la mode, elle est enceinte, c'est une scène de maternité, mais c'est aussi une figure de mort. Cette nouvelle femme sexuée et sexuelle est une figure criminelle que vous voyez ici. Vous avez une femme ici éminemment perverse qui est à la fois un ange avec cette tête de cadavre. C'est la figure de la mort ici qui est présentée. Alors comment passe-t-on de l'un à l'autre? On va revenir à nos médecins qui vont très bien nous expliquer ça. Paul Broca commence par étudier le cerveau humain et il découvre qu'on a un lobe gauche qui n'est pas exactement comme le lobe droit. Et certains parleront d'un lobe masculin, rationnel et civilisé et européen, tandis qu'il y a l'autre lobe est féminin, primitif et arriéré, au point qu'un physicien en 1887 écrira « Il doit avoir une bataille terrible entre le côté droit et le côté gauche, autrement dit entre le mauvais et le bon côté, qu'on appelle parfois le féminin et masculin. » Je vous dirais que nos cerveaux connaissent parfois des anarchies, des batailles entre le côté droit et le côté gauche, apparemment sauvages. Je continue. Nicholas Cook, cette fois, toujours notre médecin de Chicago, toujours dans Satan en société, écrit « Chez l'homme, la substance du cerveau a plus de consistance, plus de densité. Chez la femme, il est plus doux, moins volumineux. » Georges Romanes, un autre grand naturaliste darwinien, biologiste, physiologiste, etc., anglo-canadien, écrit « Non seulement la matière grise ou cortex chez la femme est plus superficielle que celle du mâle, mais il est également bien moins vascularisé, recevant une quantité moindre de sang. » Harry Campbell, dans la foulée médecin au Collège royal de médecine de Londres, écrit «
l'esprit de la femme commune apparaît absolument déficient dans sa capacité à la pensée impersonnelle et cohérente. Et August Strindberg résume la situation dans la Revue Blanche. Il attribue cet arrêt du développement du cerveau de la femme aux menstruations. Il est en conséquence permis de supposer que ces saignées périodiques causent en partie l'arrêt de la croissance et du développement et que cette anémie doit forcément atrophier le cerveau. Nous savons donc maintenant pourquoi le cerveau des femmes était atrophié. Le problème, c'est qu'il soit atrophié, c'est une chose. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la femme disposait de très peu d'énergie vitale. Et que donc, si elle utilisait cette énergie pour le cerveau, au lieu de le conserver pour les organes procréatifs, eh bien c'est une génération d'enfants malades et handicapés, si elle n'est stérile, qui allait naître. Et vous avez Paul Möbius qui le dit très bien, car si l'on souhaite d'une femme qu'elle soit une mère, elle ne peut en aucun cas avoir un cerveau masculin. Si elle développait les capacités de l'homme, ses organes de mère se sous-développeraient et l'on aurait alors une créature inutile et hybride en résultat. Patrick Guedes et Arthur Thomson dans The Evolution of Sex disent « Certaines ont certes des cerveaux hautement développés, mais la plupart d'entre elles mourront jeunes. » Et Möbius conclut très bien « Protégeons nos femmes de l'activité intellectuelle. » Donc, vous avez compris qu'une femme qui s'intellectualise, peut-être le peut-elle, pourtant c'est contre nature, on a vu l'état de son cerveau vaporeux, mais elle risque d'être antipatriotique parce que les générations à venir vont être handicapées. Et à l'époque, le taux de natalité allemand était le double de celui de la France, ce qui veut dire que les armées, à travers la conscription, 20 ans après, allaient être 2 fois plus puissantes en Allemagne qu'en France. Et c'était dramatique, surtout après la perte de l'Alsace et de la Lorraine. Donc vous voyez toutes les conséquences que cela représente. D'où une peinture comme celle de Sorolla, qui est un peintre espagnol, triste héritage justement. On a peut-être hérité de gènes, mais aussi de l'immoralité de la mère. Puisqu'elle est devenue une cerveline, elle n'avait plus les forces de former des enfants normaux. Il y avait à l'époque l'idée selon laquelle l'immoralité se transmettait au corps directement, avait un caractère physiologique et que donc une femme immorale aurait des enfants déformés parce que c'est inscrit dans ses gènes. On pensait aussi à l'époque que les maladies vénériennes étaient exclusivement transmises par les femmes. Néanmoins, on a assisté à un mouvement féministe, en particulier chez les Anglaises, qui considérait que c'était les hommes qui étaient responsables de la syphilis chez les enfants. Certaines femmes, et les féministes anglaises en particulier, vont défendre la chasteté chez les hommes. C'est dans leur slogan « Votes for Women and Chastity for Men » parce qu'elles ne supportent plus le viol conjugal, mais surtout, elles ne supportent plus d'accoucher d'enfants qui naissent avec la syphilis. À l'époque, c'est 20% des hommes qui sont contaminés et c'est par la syphilis et 80% qui sont contaminés par la gonorrhée. La gonorrhée, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la chaude-pisse, qui n'était pas des choses les plus agréables. Il y a une autre féministe anglaise à l'époque qui s'appelle France Sweeney, qui, elle, considérait par essence les rapports sexuels comme des actes abusifs et dangereux, en particulier pendant la grossesse. Pourquoi? Parce qu'elle considérait que le sperme était constitué de germes vénériens, de nicotine et d'alcool. Donc vous voyez une grande partie je parlais tout à l'heure de Christabel Pankhurst, qui prône le célibat chez les femmes pour ne pas être contaminée, et vous retrouvez ça chez France Sweeney. Mais c'était très soutenu, cette idée de chasteté chez la femme aussi, qui se protégeait des maladies des maris. C'était développé aussi par un texte écrit par un grand gynécologue anglais du nom de William Acton. La plupart des meilleures mères et épouses et ménagères savent peu ou sont fort peu intéressées par les indulgences d'ordre sexuel. L'amour de leur foyer, de leurs enfants et de leurs devoirs domestiques sont les seules passions qu'elles ressentent. Et donc, il était logique pour elles de s'éloigner de ces hommes qui risquaient, malgré tout, de les contaminer. Parce que quand on était une femme contaminée,
en phase 1 ou en phase 2 de syphilis. Avec les pustules qui allaient avec, on allait accoucher d'enfants malades. Alors, je vous présente ici les sataniques toujours de Félicien Rops. On pensait que c'était peut-être plus tard que c'était les prostituées qui contaminaient les maris et qui ensuite contaminaient leurs épouses. Regardez cette prostituée qui cache la faute de la mort derrière, ou cette magnifique prostituée ici, dans le coin de rue, qui cache derrière la personne de la mort. Et pourquoi? Parce que voilà de quoi on allait accoucher. Vous avez ici un prototype d'un nouveau-né porteur de syphilis repris à l'hôpital, enfin au musée de l'hôpital Saint-Louis, qui naît avec ses pustules. Ceci est repris en peinture dans Héritage 1 et 2 par Edvard Munch, que vous retrouvez ici. Ces mères, parfois mariées vierges, qui ne connaîtront jamais l'adultère, se retrouvent avec des enfants déformés, d'où ces mouvements féministes qui prônent la chasteté. Donc elles se retrouvent finalement être des criminels d'enfants. Et l'autre preuve médicale que ces femmes étaient des criminels a été développée par un certain Lombroso, qui était un médecin italien, qui va écrire La femme criminelle, je crois, qui est publié en 1895, et il montre que le même morphotype, c'est-à-dire un type morphologique, était retrouvé et chez les femmes criminelles, les vraies meurtrières qu'on retrouvait en prison, et chez les prostituées, parce que c'était les mêmes femmes. La nymphomane, la prostituée, était aussi celle qui allait devenir, son morphotype la prédisposée, qui allait devenir une criminelle. Et c'est comme ça qu'on retrouve chez ces femmes donc cette association de femmes et de tueuses que vous voyez dans cet autre tableau, la Madone. Vous voyez une Madone qui est en fait une Madone démoniaque. L'auréole est rouge et le carré en haut à gauche est également rouge. Elle n'est pas dans les cieux, elle est dans les enfers. Et je vais la comparer à une vierge qui l'a également peint, mais avant, regardez dans la tradition en particulier flamande et germanique des vierges avec la guirlande de fleurs, il en a fait sa version, sauf que la vierge ici est entourée d'une couronne de spermatozoïdes avec l'enfant tué en bas à gauche qui accuse la mère. Regardez les pupilles, il l'accuse directement. La femme dont la sexualité s'est activée est donc une criminelle. Et on a donc, en conclusion de cette partie, un schéma sur la dualité, sur ce que j'appelle donc l'édifice normatif contraignant de l'époque, où vous êtes dans le vert et donc vous êtes dans la normalité, c'est-à-dire une femme anabolique, asexuée, maternelle, ingénue et donc saine, ou bien vous êtes dans l'autre catégorie des ataviques, cataboliques, hypersexuée, criminelle, cérébrale et démente. Et je vous ai montré qu'une cérébrale était donc hypersexuée, qu'une hypersexuée était donc une criminelle puisqu'elle a séché son utérus, et en même temps une femme catabolique et démente. Le mécanisme s'est mis en route, il est absolument incontournable dans notre fin de siècle.